Camilla Parker Bowles se retrouve aujourd'hui au cœur d'une situation qu'elle n'aurait sans doute jamais imaginée. Si les drames royaux sont monnaie courante depuis des années, ce scénario est véritablement inédit. Il ne s'agit pas d'un SMS divulgué, ni d'une rumeur passagère de tabloïd. Il s'agit de deux membres éminents de la famille royale qui ont discrètement et délibérément décidé de régler un différend vieux de 30 ans. Pour saisir toute la gravité de la situation actuelle, il est essentiel de revenir au début, car le contexte historique est crucial. Le résumé en 2 phrases est bien connu. Diana était l'épouse Camilla la maîtresse, et Charles se retrouvait pris entre 2 feux. Bien que non totalement faux, ce bref synopsis omette presque tout ce qui est nécessaire pour comprendre la dynamique actuelle au sein du palais de Buckingham. Diana, princesse de Galles, est tragiquement décédée à Paris en août 1997, à l'âge de 36 ans. Bien que son mariage fût de facto terminé depuis des années, avant cette nuit fatidique, celle que Diana décrivait comme la 3e personne de son couple, n'a pas disparu après sa mort. Camilla est restée une présence constante dans la vie de Charles. Ils se sont finalement mariés en 2005. Le symbole ultime de son succès est apparu en mai 2023, lorsqu'elle est entrée à l'abbaye de Westminster, coiffée du diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, bijou fétiche de la reine Élisabeth. Ce couronnement était censé marquer le point culminant d'une longue saga. Il symbolisait la victoire de Camilla, sa réhabilitation publique achevée et la fin officielle de l'histoire. Pourtant, la princesse Anne, princesse royale, n'a jamais considéré l'histoire comme terminée. Membre active de la famille royale depuis plus de 70 ans, elle a vu les enregistrements du Camilla Gate refaire surface en 1993, a assisté aux aveux de Charles à la télévision nationale en 1994 et a vu Diana s'asseoir pour l'interview de Panorama en 1995, déclarant ouvertement qu'il y avait 3 personnes dans son mariage. Elle a assisté au divorce en 1996 et a vu Diana mourir dans ce tunnel, tandis que l'institution qu'elle servait se demandait même s'il fallait abaisser ses drapeaux. Anne est une femme qui ne laisse rien transparaître de ses émotions en public, mais ses proches laissent entendre qu'un changement s'est opéré en elle après le couronnement. Ce n'était pas vraiment de la colère, mais quelque chose de plus discret. Une décision mûrement réfléchie, mûrie pour le moment opportun. Ce moment serait arrivé en février de l'année dernière. Un haut responsable du palais aurait passé un appel téléphonique de 9 minutes à Camilla. Selon certaines sources, à la fin de cet appel, la situation au sein du palais avait déjà commencé à évoluer. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre la nature des informations provenant de la famille royale. Une grande partie de ce qui émane de sources royales relève de la spéculation et, à force d'être répété, finit par passer pour un fait avéré. Il est impossible de vérifier indépendamment chaque conversation privée ou chaque détail précis. Le palais confirme rarement ce genre d'informations et ne le fera probablement jamais, car ce n'est tout simplement pas son mode de fonctionnement. Cependant, l'analyse du déroulement apparent des événements récents révèle un récit bien précis. Par ailleurs, un pan de l'histoire personnelle d'Anne, souvent passé sous silence par les médias traditionnels, est pourtant essentiel à la compréhension de sa position. Au début des années 1970, avant que Camilla ne se marie, Anne aurait entretenu une liaison avec un officier de cavalerie
nommé Andrew Parker Bowles. La presse britannique de l'époque avait relaté cette relation. Andrew Parker Bowles épousa finalement Camilla. Anne porte ce secret depuis 50 ans avec le silence imperturbable et discipliné qui la caractérise. Ses proches affirment qu'elle ne le porte pas comme une souffrance, mais comme une information précieuse, celle qui révèle la véritable nature de Camilla, et depuis combien de temps elle s'approprie des espaces auparavant occupés par d'autres. Par conséquent, lorsque Diana a intégré la famille royale en 1981, Anne a immédiatement perçu le schéma qui se déroulait sous ses yeux. Elle l'avait vécu personnellement bien avant que les projecteurs ne se braquent sur la relation entre Charles et Diana. 30 ans plus tard, Anne est la seule membre importante de la famille royale à détenir à la fois la mémoire institutionnelle de cette époque et la motivation personnelle d'agir en conséquence. Ceci nous amène à nous intéresser à un lieu très confidentiel, rarement sous les feux, des projecteurs, les archives royales situées dans la tour ronde du château de Windsor. L'accès à ce lieu est strictement interdit au public. Aucune équipe de tournage, ni aucun chercheur extérieur n'y est autorisé sans l'aval des plus hautes instances. Les archives conservent l'intégralité des écrits de la famille royale britannique au cours du XXe siècle. On y trouve notamment des lettres, des journaux intimes, des notes internes et la correspondance échangée au sein du foyer durant les années précises où le mariage de Charles et Diana se détériorait discrètement. La princesse Anne bénéficie d'un accès à ces archives que très peu de personnes possèdent. Selon certaines sources, elle consacre beaucoup de temps à l'examen de documents datant notamment des années 1980 et 1990. Elle ne se penche pas sur le récit public déjà largement connu. Elle examine la gestion interne de la crise. Elle cherche à savoir qui savait quoi et à quel moment qui a facilité la liaison, comment les plaintes de Diana ont été reçues au sein de la famille royale et quels conseillers protégeaient quelle version des faits et à quel prix. Au sein de la famille royale, on semble avoir commencé à appeler cette initiative la réinitialisation de Windsor. Qu'il s'agisse d'une appellation officielle ou d'un simple raccourci interne, le processus décrit est bien réel. Anne n'écrit pas de livres à charge, ni ne prépare de conférences de presse, cela va à l'encontre de sa méthode. Elle entreprend plutôt quelque chose de bien plus durable, s'assurer que la version officielle des faits soit définitivement remaniée par celle qui détient les clés de la pièce où sont conservés les documents originaux. Si elle parvient à ses fins, le chapitre de l'histoire de la monarchie consacré à Camilla ne sera pas écrit par ses alliés, mais par la belle-sœur de Diana. Pendant ce temps, le prince William gère un tout autre front. Le duché de Cornouailles n'est généralement pas associé aux drames royaux, mais comprendre son rôle est essentiel pour saisir la situation actuelle. Le duché n'est pas un simple titre symbolique ni un domaine cérémoniel. Il existe depuis 1337. Il possède des terres agricoles réparties sur 11 comtés. Les îles Scilly, des biens immobiliers commerciaux dans le centre de Londres, des gîtes, des fermes louées, des droits miniers et un portefeuille d'investissement qui s'est fructifié pendant près de 7 siècles. En 2025, le duché a généré environ 30 millions de livres sterling de revenus. Chaque livre de ces revenus, chaque décision concernant les biens immobiliers et chaque choix relatif au personnel relève du contrôle direct et absolu de William. À la mort de la reine Élisabeth en septembre 2022, le duché a été automatiquement transmis de Charles à William.
Les actions entreprises par William par la suite ont été qualifiées par les observateurs de quasi-chirurgicales. Annabel Elliot, la sœur cadette de Camilla, a tout simplement disparu des comptes du duché. Pendant près de 20 ans, Annabel a travaillé comme décoratrice d'intérieur pour le duché sous l'administration de Charles et gagnait entre 19,0 et 4,22 livres sterling par an selon les projets. Puis, du jour au lendemain, elle a disparu. Sans déclaration, sans communiqué de presse, sans contestation publique, sa collaboration a tout simplement pris fin. Les personnes que William a nommées pour la remplacer n'étaient pas des professionnels neutres. Elles provenaient de son entourage personnel, des amis et des parrains et marraines de ses enfants, dont la loyauté lui est entièrement dévouée. Les observateurs royaux ont immédiatement perçu ce changement. Le message véhiculé par cette décision était clair pour quiconque y prêtait attention. Il est toutefois essentiel de comprendre que les agissements de William sont plus complexes que la simple volonté d'un fils de protéger la mémoire de sa mère par des réactions impulsives. Ses proches le décrivent comme un homme qui privilégie la stratégie à long terme. D'une patience extraordinaire, il est prêt à attendre des années les conditions optimales avant d'agir. Un examen de ses actions récentes confirme parfaitement cette description. En 2025, Charles a signé des documents étendant le pouvoir d'octroyer des mandats royaux à William et Catherine. Les mandats royaux sont des reconnaissances officielles accordées par la couronne aux entreprises et aux institutions, manifestant publiquement son approbation et son soutien. Les monarques ont précieusement conservé ce privilège pendant des siècles. L'octroi de ce pouvoir à William et Catherine du vivant et du règne de Charles constituait une prise de position publique délibérée quant à l'orientation future du poids symbolique de la couronne. C'était un signal clair adressé aux observateurs au sein du palais. S'en est suivie la redistribution des patronages royaux. Après le décès de la reine Élisabeth en 2020, des centaines de patronages ont dû être réattribués, un processus toujours en cours. Selon certaines sources, plusieurs patronages prestigieux, apparemment destinés à Camilla, ont été discrètement attribués à d'autres personnes. Aucune annonce ni déclaration officielle n'a été faite. Seule une liste définitive a été publiée, omettant son nom là où on s'attendait généralement à le trouver. Parallèlement, l'accès accordé à la famille Parker Bowles commença à se restreindre considérablement. Tom Parker Bowles, le fils de Camilla, aurait cessé de recevoir certaines invitations auxquelles il était habitué. Sa présence à certains événements de Balmoral aurait pris fin discrètement après l'été 2024. Annabel Elliot, déjà licenciée du duché, cessa également d'assister à plusieurs réceptions saisonnières auxquelles elle participait depuis près de 20 ans. Le vaste réseau social que Camilla avait méticuleusement tissé autour d'elle, pendant plus de 20 ans, commença à se réduire sensiblement à chaque événement officiel. Puis vint l'affaire Sarah Ferguson qui ajouta une dimension véritablement complexe à la situation. Le nom de Ferguson figurait dans les dossiers Epstein, déclassifiés par le département de la justice des États-Unis. Bien qu'aucune preuve d'acte criminel ne soit établie à son encontre, le lien documenté est bien réel. Compte tenu de la situation du prince Andrew, tout lien avec cette branche de la famille est devenu politiquement explosif pour quiconque cherche à préserver sa crédibilité au sein de l'institution. Des sources indiquent que la position de William concernant la relation de Camilla avec Ferguson était claire. Elle devait prendre ses distances publiquement et définitivement, ou en assumer les conséquences. Camilla aurait refusé.
Ferguson est un ami dont la relation avec Camilla est antérieure à son entrée dans la famille royale. Rompre ce lien sous la pression extérieure est vécu par Camilla comme une obligation de choisir ses fréquentations. S'il est impossible de confirmer les détails précis de cette conversation, le conflit est bien réel et persiste, et il semblerait que chaque semaine qui passe nuise à l'influence de Camilla au sein du palais. Un événement survenu juste avant Noël 2024 a attiré l'attention de nombreux observateurs. Raymill House dans le Wiltshire est apparu discrètement sur le marché immobilier. Cette propriété est la résidence secondaire de Camilla, avec un jardin qu'elle avait publiquement décrit comme la meilleure thérapie au monde. Elle en était propriétaire bien avant son mariage avec Charles. Mise en vente sans annonce ni commentaire, elle a été vendue en 48 heures. Cette vente rapide n'est pas due à un prix trop bas, mais semble-t-il au désir de Camilla de vendre rapidement. On ne vend pas à la légère ces résidences privées, des lieux qui nous appartiennent pleinement et qui sont antérieurs à nos titres et au rouage complexe de la vie de palais, à moins que notre vision de l'avenir n'ait fondamentalement changé. Des sources proches du dossier indiquent que Camilla avait conservé Raymill précisément comme plan B, une adresse qui resterait la sienne quelque que soient les circonstances à Buckingham Palace. La rapidité de la vente laisse penser qu'elle ait évalué sa situation et conclut qu'il lui fallait davantage de liquidité qu'un retrait. L'examen de cette évaluation est révélateur. Actuellement, Camilla réside de plein droit à Buckingham Palace, Clarence House, Sandringham et Balmoral. À la mort de Charles, 3 de ses 4 propriétés principales reviendront directement à William. L'héritage réel de Camilla se compose de Clarence House, estimé à environ 12 millions de livres sterling, et de Highgrove, estimé à environ 39 millions de livres sterling. Bien que conséquente, cette somme représente une réduction considérable par rapport à sa situation actuelle. Elle passerait du statut de reine consort à celui de veuve privée vivant dans 2 maisons, à la discrétion absolue d'un homme qui l'avait vue briser sa mère durant toute son enfance. La vente aussi rapide de Raymill laisse penser qu'elle a accepté la réalité de cet avenir imminent. Le roi Charles est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Cet aspect de l'histoire est véritablement sombre, quel que soit le rang, les opinions que l'on puisse avoir sur les personnes impliquées. Il comprend parfaitement ce que font sa sœur et son fils. Selon certaines sources, il a téléphoné à Anne en février dernier. La conversation a duré 40 minutes et n'a abouti à aucune solution. Âgé de 76 ans et atteint d'un cancer diagnostiqué début 2024, Charles a assumé ses fonctions publiques avec une grande discipline durant ces 2 années difficiles. Cependant, la discipline ne saurait remplacer l'énergie nécessaire pour mener une guerre sur 2 fronts au nom de Camilla. Un tel effort exigerait bien plus de force qu'il n'en possède actuellement, d'autant plus que l'opinion publique britannique l'associe encore instinctivement aux souffrances de Diana. Il aurait confié à un proche conseiller comprendre les agissements de William et Anne. Il ne les blâme pas, mais il est tout simplement impuissant face à leurs actions. Ce manque d'intervention de Charles constitue l'obstacle majeur que Camilla ne peut surmonter. Tant que Charles ne peut ou ne veut pas intervenir aucun contrepoids au sein de l'institution, ne dispose de la motivation et de l'influence nécessaires pour s'opposer simultanément à William et Anne. Par conséquent, Camilla se retrouve pratiquement seule face à cette situation. De l'intérieur, selon certaines sources, ce processus s'apparente à la destruction méthodique de sa propre image. Il ne s'agit pas d'une confrontation spectaculaire, mais d'une multitude de décisions prises discrètement.
Chaque décision peut être contestée et justifiée individuellement, mais collectivement, elles forment un schéma clair auquel elle ne peut répondre directement. Elle aurait exigé des explications de ses principaux collaborateurs concernant certaines décisions, soulevé la question de la redistribution des faveurs en privé et demandé pourquoi certaines invitations avaient cessé d'arriver. Les réponses qu'elle reçoit sont invariablement procédurales formelles et définitives. Aucune discussion n'est possible car rien n'a été officiellement déclaré. Elle perçoit un schéma récurrent, mais ne peut le formuler ouvertement sans passer pour paranoïaque. Cela engendre une pression très particulière. Comment contester un schéma en justice, déposer une plainte officielle concernant un ressenti ou exiger une rencontre avec des personnes dont la stratégie consiste à ne jamais exprimer clairement leurs intentions. William n'a fait aucune déclaration publique contre Camilla. Il n'a accordé aucune interview ni pris position publiquement contre elle. Au contraire, ses décisions ont clairement exprimé sa position avec une discipline discrète, constante et quasi méthodique pendant 3 ans. Et l'institution s'est simplement conformée à sa volonté, comme elle le fait toujours lorsqu'un futur roi indique une orientation. Il est important de se souvenir à quel point cette épreuve est personnelle pour William. Une photographie célèbre, prise en septembre 1904, 20-10-7, montre 2 garçons âgés de 15 et 12 ans marchant derrière le cercueil de leur mère dans les rues silencieuses de Londres. William n'a jamais évoqué publiquement cette expérience. Cependant, il en a parlé en privé par petites phrases pendant de nombreuses années. Il aurait confié à un ami proche que le plus dur n'était pas de marcher derrière le cercueil lui-même, mais de savoir que la femme qui avait le plus blessé sa mère était toujours en vie proche de son père et sur le point de prendre la place de sa mère au sein de la famille. Cette conversation aurait eu lieu en 1998, alors qu'il avait 16 ans. Un autre incident survenu quelques années auparavant, lorsqu'il avait environ 13 ans, a été décrit par un ancien membre de sa famille. William aurait demandé à son précepteur la signification du mot « adultère » après l'avoir vu à la une d'un journal. Le précepteur n'aurait pas répondu. Bien qu'il soit impossible de confirmer les détails exacts de cet événement, il est tout à fait plausible compte tenu du contexte dans lequel l'enfant était impliqué. Le mariage de ses parents se désagrégeait publiquement, la souffrance de sa mère était relatée en temps réel dans la presse nationale et le nom de l'autre femme était omniprésent. Il était assez âgé pour lire et comprendre les implications de la situation. Cet enfant a aujourd'hui 43 ans. Il gère le domaine royal le plus précieux de Grande-Bretagne. Il décide des embauches de l'attribution des patronages et des listes d'invités dans les résidences royales. En 25 ans, il n'a jamais donné le moindre signe public qu'il ait renoncé à ce que sa mère a enduré. Le malaise inhérent à cette situation tient au fait que Camilla a, selon les critères habituels, obtenu gain de cause. Elle a obtenu le mariage, le titre et le couronnement apparaissant à l'abbaye de Westminster en mai 2023, coiffée du diadème de la reine défunte tandis que les caméras diffusaient l'image dans le monde entier. Selon les critères habituels, sa réhabilitation était complète, le public l'avait en grande partie oubliée et l'institution l'avait officiellement acceptée. Cependant, cette guerre n'a jamais vraiment concerné Charles. Elle a toujours concerné Diana. Et une guerre relative à l'héritage de Diana ne peut être gagnée lorsque son fils contrôle les finances, sa belle-sœur les archives historiques, et que le souvenir de Diana continue de susciter chez le public
britannique une fidélité émotionnelle plus forte que presque tout ce que produit l'institution actuelle. Camilla a remporté la bataille visible, mais elle est en train de perdre la guerre silencieuse et occulte. Lorsqu'un membre important de la famille aurait demandé à Anne si le moment choisi pour ses actions était malvenu, Anne aurait répondu en 5 mots : « Diana mérite la vérité maintenant. » Que ces mots aient été prononcés exactement ou qu'ils représentent une façon détournée employée par le personnel d'exprimer un sentiment plus complexe, le sens sous-jacent est clair. Anne ne protège pas Camilla, elle fait tout le contraire. Dans cette famille, lorsqu'Anne retire sa protection, tous les autres membres de l'institution comprennent immédiatement le message. Diana n'a jamais vécu assez longtemps pour voir ce qui a suivi sa mort. Elle a connu le tunnel parisien, laissant 2 jeunes garçons orphelins de mère et une famille qui s'est demandé si elle devait mettre ses drapeaux en berne en signe de deuil. Cependant, ce qui se passe apparemment en ce moment même à Buckingham Palace est quelque chose qu'elle n'a jamais pu voir. Son fils et sa belle-sœur agissent de concert, transformant discrètement et définitivement tout ce que Camilla a mis 30 ans à construire. Cela ne se fait pas par la confrontation, ni par des déclarations publiques, mais par la patience, l'accès aux informations et le poids institutionnel lent et inexorable des individus qui ont déterminé quelle version officielle de l'histoire retiendra. Camilla a permis le mariage, mais Diana conserve l'héritage. Et aujourd'hui, à Buckingham Palace, ces 2 réalités ne coexistent plus pacifiquement.